ces nouveaux acteurs qui se précipitent là-dessus, peut-être par un effet de mode et parce qu'il y a peut-être du profit à faire sur le dos des bénéficiaires. Je peux vous dire, Touche à rien, ça peut marcher. Ouais. Là, merci. Je ne suis pas suffisamment spécialiste du microcrédit pour pouvoir répondre à cette question. Il y a simplement une chose que j'ai remarquée. Qu'il y ait un taux de 20 ou 25% d'intérêt en Inde, ça c'est tout à fait logique dans un pays où il y a 8% d'inflation et où le taux de la Banque centrale est important. Donc il est logique que les institutions indiennes fassent un taux d'intérêt à 25%. Ce taux d'intérêt n'est pas extraordinaire localement. Il faut savoir en revanche que si vous allez au Bangladesh, ce taux sera inférieur. Il y a une raison légale à ça, c'est qu'au Bangladesh, les institutions de microcrédit ont le droit de collecter de l'épargne. Donc elles peuvent ensuite délivrer cette épargne à des taux intéressants. En Inde, ce n'est pas le cas. Il faut donc que les institutions de microcrédit aillent, comme on dit, se financer sur le marché via la Banque centrale. Donc là-dessus, rien d'extraordinaire. Le problème, à mon avis, du microcrédit en Inde n'est pas un problème de financement ou de taux, c'est un problème de l'attention portée aux gens à qui on a prêté. On a prêté, dans certains cas, n'importe comment, comme chez nous, lorsqu'on a eu des surendettés avec des gens qui avaient 3-4 crédits à la consommation. Là où il y a problème et là où il y a polémique, c'est qu'en Occident, il y a des fonds qui s'intéressent au microcrédit et qui prêtent de l'argent dans les pays asiatiques. Ces fonds, eux, ne collectent pas de l'argent en Inde, ils collectent de l'argent en Europe et en Amérique du Nord. C'est-à-dire dans une zone géographique où le taux d'intérêt est à 3%. Ils achètent de l'argent à 3%. Et ensuite, ils vont prêter à 25-30%. Il y a des fonds comme celui de George Soros, des fonds comme Dexia, qui font ainsi une rentabilité absolument énorme. Et c'est là qu'à mon avis est le cœur de la polémique. Est-ce qu'on doit utiliser cet argent à des fins classiques, je vais dire, d'actionnariat, de capitalisme, dans la logique de capitalisme, ou est-ce que, bien évidemment, on doit obliger ces fonds à baisser des taux d'intérêt de manière à ce que le microcrédit serve à l'idée initiale dont sont faits les créateurs, c'est-à-dire aider les gens qui en ont plus besoin aux taux les plus intéressants. Voilà. Moi, je n'irai pas plus loin parce que j'ai envie de dire que le microcrédit n'est pas mon activité. Notre activité à Crédit People et autres, j'en parlerai. On en parlera tout à l'heure. Je crois que le cœur de la polémique est là. Ne jetons pas le microcrédit, c'est un admirable outil, c'est une superbe idée. Le problème en revanche qu'il y a, c'est que c'est comme toute bonne idée, comme Internet, il peut y avoir des dévoiements. Et il me semble que certaines institutions sont allées, ont dévoyé le microcrédit. Dernière chose, j'ai regardé un peu les statistiques des fonds indiens de microcrédit et la clientèle que ces personnes géraient, c'est-à-dire le nombre de personnes à qui ces fonds avaient prêté de l'argent. J'ai gardé le tableau là, je pourrais le donner à des gens de la presse si ça les amuse. Ça se trouve sur des, comment dire, sur sites. On remarque que certains fonds sont passés entre 2005 et 2009 de 5000 clients, personnes à qui ils ont prêté du microcrédit, à 800 000 clients en 4 ans. Alors je ne suis pas banquier, mais je profite d'avoir un banquier à côté. Je ne sais pas si un établissement financier est en mesure de gérer la croissance d'autant de personnes, surtout dans un pays où le système bancaire n'est pas très sophistiqué. Et peut-on porter attention à des clients fragiles lorsqu'il y a une telle croissance? Voilà ma question. Alors, est-ce que cette croissance est